La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Une vieille formule, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. C'est pas l'architecture de l'Union européenne qui est en cause. On a une certaine transformation, mais pour autant, on continue à tricher. Les couloirs sans âme des institutions publiques sont parfois le théâtre de véritables thrillers politiques. C'est une vraie enquête au cœur du pouvoir que nous vous racontons dans cet épisode. Comment un commissaire européen s'est retrouvé au centre d'un scandale de corruption dont il niait tout. Et comment un eurodéputé, le français José Bové en l'occurrence, a tout fait pour disculper ce commissaire qui était pourtant son adversaire politique. C'est l'histoire que nous vous racontons. La première, l'histoire continue. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. On plonge donc au cœur du quartier européen, ces bâtiments du Parlement, de la Commission, du Conseil, qui servent de décor à Bruxelles, mais dont, derrière les grandes façades vitrées, nous connaissons finalement peu le fonctionnement et les usages. Des lieux où parfois des complots se trament, des lieux où les outils de transparence ont dû évoluer, notamment à la suite du scandale de l'affaire John Dalli. John Dalli, c'est un Maltais, un commissaire européen à la santé et à la protection des consommateurs qui s'est retrouvé au centre d'un énorme scandale soupçonné de corruption vis-à-vis de l'industrie du tabac. C'était en 2012, il a dû démissionner de son poste. Il était membre de la commission menée par le Portugais José Manuel Barroso. Qui se souvient aujourd'hui de cette affaire ? À peu près personne. Pourtant, elle dit énormément de la porosité entre industrie et institutions européennes. Elle dit énormément de la puissance des lobbies, mais aussi de l'importance de la vérité et du fait qu'il existe des outils au niveau politique et au niveau européen pour tenter de faire la transparence. Oui, dans cette histoire, un de ceux qui a voulu y voir clair à tout prix, c'est le français José Bové. Après les années du Larzac, les iconiques moustaches de José Bové occupent les travées du Parlement européen où il est député. Il va faire de cette histoire une affaire de principe. C'est ce que raconte un film, une affaire de principe réalisée par Antoine Rimbaud. C'est Bouli Lanners qui joue le rôle de José Bové, un film qui raconte cette affaire de John Dalli. Alors pour tenter de comprendre comment elle résonne aujourd'hui, Sandro Calderon est avec nous. Bonjour Sandro. Bonjour Hélène. Journaliste ici à la RTBF, spécialisé dans les matières européennes. Cette affaire John Dalli qui date de 2012, vous, est-ce que vous vous en souvenez ? Alors je me souvenais des soupçons de corruption évidemment de ce commissaire qui aurait été acheté par le lobby du tabac. Par contre, ce que je ne savais pas, je vous avoue Hélène, c'est comment cette histoire s'était achevée. Et c'est ce qu'on va voir, hein. C'est une histoire qui a une véritable importance en soubassement et qui finalement a très peu été racontée jusqu'ici. Eh bien on va la découvrir, on se replonge dans nos archives. 17 octobre 2012. Dans les sièges en tissu bleu roi de la salle de presse de la Commission européenne, des dizaines de journalistes sont installés. La porte-parole de la Commission, Pia Arenkild Hansen, monte au pupitre, un volumineux dossier rouge coincé sous le bras. Foulard strict noué autour du cou, elle est venue commenter le scandale qui vient d'exploser. La veille, le commissaire européen en charge de la santé, John Dalli, a démissionné à la surprise générale. Pia Arenkild Hansen est venue donner des explications. In May 2012, the Commission received a complaint. En mai 2012, la Commission a reçu une plainte d'un producteur de tabac qui s'appelle Swedish Match, alléguant qu'elle avait été approchée par un entrepreneur maltais qui agissait pour le compte de M. John Dalli, le commissaire en charge de la santé et de la protection des consommateurs. Ils disent que l'entrepreneur maltais avait utilisé ses contacts avec M. Dalli pour essayer de gagner des avantages financiers de la part de la compagnie en échange de la possibilité d'influencer une prochaine législation européenne sur les produits du tabac. C'est évidemment une accusation très grave. Un commissaire européen qui, par l'entremise d'un intermédiaire, propose de l'argent, 60 millions d'euros semble-t-il, pour influencer une directive européenne, potentiellement, c'est un scandale.
Raison pour laquelle la Commission européenne, présidée par le Portugais José Manuel Barroso, a réclamé une enquête plusieurs mois auparavant. In May, as soon as the Commission received the complaint, it requested En mai, dès que la Commission a reçu la plainte, elle a réclamé que l'OLAF, l'Office antifraude de l'Union européenne, ouvre une enquête. And the Commission cooperated fully with Olaf throughout the investigation. La Commission a entièrement coopéré avec l'OLAF durant l'enquête. Celle-ci s'est conclue le 15 octobre par la transmission du rapport final à la Commission. Le rapport final de l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, est donc arrivé sur la table de Barroso, le président de la Commission, le 15 octobre. La démission de John Dalli est survenue le lendemain. Que dit ce rapport de l'Office de lutte contre la fraude? Personne ne l'a consulté. Mais selon les fuites qui parviennent à la presse et aux eurodéputés, John Dalli, le commissaire européen, a par 2 fois rencontré une avocate, Gail Kimberley. Une grande fille aux longs cheveux blonds, une Maltaise qui travaille pour une compagnie de tabac suédoise, Swedish Match. Cette société produit un tabac qui ne se fume pas et qui est uniquement autorisé en Suède. Une sorte de tabac à chiquer. Ça s'appelle le snus, on l'a vu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, il y a des professionnels sportifs qui en prennent aussi, placés sur la gencive et qu'on doit... Le snus est interdit dans l'Union européenne. Lors de sa seconde entrevue avec l'avocate Gail Kimberley, John Dalli aurait proposé de tenter de faire autoriser le snus en Europe en échange de 60 millions d'euros. En tant que commissaire européen, il est très bien placé pour cela. C'est ça qui serait écrit en toutes lettres dans le rapport de l'OLAF. Cette histoire, c'est une bombe. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre parmi les élus européens. En ce mercredi d'octobre, les Verts sont en pleine réunion hors de Bruxelles. Parmi eux, il y a l'eurodéputé français José Bové. J'apprends ça, on est en séminaire en journée d'été du groupe des Verts du Parlement européen. Et il y a une dépêche de journal qui tombe et qui annonce brutalement la démission ou, je sais pas comment on peut le dire, mais enfin, c'est une démission où il est mis dehors, ça a été un des débats, par le président de l'époque, M. Barroso. On décide de rentrer immédiatement sur Bruxelles, et là on s'est dit, il y a un problème. On s'est dit qu'il y a un problème, et je décide d'appeler John Dalli, pour essayer de comprendre. Et John Dalli a bien envie de parler. D'ailleurs, quelques heures après la conférence de presse de la porte-parole de la Commission, le commissaire maltais apparaît. Lui aussi organise une conférence de presse. Parce que lui aussi veut parler. Un simple t-shirt sous son blazer, ses cheveux blancs sont en désordre. John Dalli, visiblement éprouvé, dément toutes les accusations. J'ai vu le président hier. Il m'a lu la lettre qui comprend les conclusions du rapport d'enquête que j'ai totalement réfuté. Une fois encore, il faut noter que le rapport dit qu'il n'y a aucune preuve que j'ai été impliqué dans de quelconques méfaits. Toute cette histoire est vraiment bizarre. C'est le sentiment confus qui habite José Bové, en ce milieu du mois d'octobre. C'est très bizarre, parce que John Dalli n'est pas quelqu'un que l'on corrompt facilement, surtout si l'argent vient de l'industrie du tabac. C'est quelqu'un, moi, que je connais depuis que je suis au Parlement européen, donc depuis 2009. Et c'est un de mes adversaires sur les questions de l'alimentation, sur la question des OGM. Il est pour, il essaye d'imposer des espèces de produits pour faire de l'amalgame de viande artificielle. Bref, on a tout pour être opposé sur le fond, et lui, en tant que commissaire, il doit imposer ça. Et en même temps, les rencontres qui ont lieu à la Commission avec lui ou même au Parlement sont correctes, on se respecte, et il me parle de sa directive sur le tabac qu'il veut faire passer, donc il compte beaucoup là-dessus, c'est un peu son bâton de maréchal. Et là, j'apprends qu'il est démis et que la rumeur commence à arriver sur laquelle, en fait, il se serait fait acheter, ou il aurait soudoyé l'industrie pour pouvoir faire durer plus longtemps la mise en place de cette réforme.
Et là, je me dis, c'est quelque chose qui colle pas. Parce que plusieurs fois, il m'a raconté que son père était décédé du cancer du poumon parce que c'était un gros fumeur. Et quand il m'en parle, c'est sincère. Donc je me dis, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc il fait sa conférence de presse à Bruxelles, où il dit que jamais il a démissionné, qu'il a été mis dehors en 30 minutes. Et à partir de là, on se dit, bon, il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, parce que il se peut qu'il y ait un truc louche en dessous, et on voit pas pourquoi il serait dans ce tripatouillage invraisemblable. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut comprendre que John Dalli travaille en effet sur une directive sur le tabac. Paquet neutre, interdiction de cigarettes au menthol et toute une série d'additifs. John Dalli est très en pointe sur ce combat. Ce que nous faisons ici, notre action, ce ne sont pas des mesures contre qui que ce soit. Ce ne sont pas des mesures contre le tabac ou contre l'industrie du tabac. Mais c'est un problème de santé. C'est un problème pour les citoyens. Et ça fait partie des mesures que nous prenons en tant que Commission européenne, parmi d'autres problèmes comme l'abus d'alcool et l'obésité. Cet homme, qui est en croisade contre le tabac, aurait donc essayé de soudoyer l'industrie pour faire autoriser le snus. Il y aurait eu 2 réunions à Malte. John Dalli se serait déplacé jusque-là pour rencontrer cette avocate maltaise, Gail Kimberley, qui est la fille d'une de ses anciennes assistantes. Il aurait dû le signaler, mais il ne l'a pas fait. C'est pas un délit, c'est juste que c'est un manquement aux règles de déontologie de signaler toute rencontre avec le lobby. Mais comme c'est une avocate maltaise qui connaît bien parce qu'il y avait eu des liens de famille, bon, il n'y prête pas plus attention. Sauf que on apprend très vite après que cette réunion, que cette madame donc Kimberley dit qu'il y a eu une 2e réunion et que c'est au cours de cette 2e réunion où des personnes de Swedish Match viennent à Malte que là, il y aurait une demande officielle de ces 60 millions d'euros. Et là, effectivement, il faut comprendre, est-ce que cette réunion a eu lieu, est-ce qu'elle n'a pas eu lieu? Et Dalli, qu'on interroge, nous dit clairement, non, cette réunion n'a jamais eu lieu. Cette 2e réunion n'a jamais eu lieu, c'est ce que dit John Dalli. José Bové a plutôt tendance à le croire, mais il ne suffit pas de faire confiance au commissaire. Il faut des preuves. La première. L'histoire continue. Poser des questions, chercher des réponses, c'est ce que va faire l'eurodéputé José Bové avec son équipe dans les mois qui suivent une véritable enquête que nous vous racontons. I have never been offered any money. John Dalli, commissaire européen, a donc démissionné à grand fracas. Il est soupçonné d'avoir tenté de soudoyer une entreprise suédoise, Swedish Match. 60 millions d'euros pour faire autoriser le snus, un tabac à chiquer en Europe. Swedish Match a déposé plainte en mai 2012. L'Office de lutte contre la fraude, l'OLAF, a mené l'enquête. Le rapport sur cette enquête a atterri sur le bureau du président de la Commission européenne le 15 octobre. La démission de John Dalli a eu lieu le lendemain. Pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé, José Bové voudrait pouvoir lire le fameux rapport de l'OLAF. Mais ça, c'est impossible. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le rapport de l'OLAF a été fait. Très très rapidement. En quelques semaines, le rapport de l'OLAF est terminé, est bouclé, mais ce rapport, on ne peut pas y avoir accès. Pour une raison très simple, c'est que l'OLAF expédie ce dossier à Malte pour que la justice maltaise fasse son travail d'enquête. C'est pas l'Union européenne, il n'y a pas de procureur européen encore à l'époque, donc c'est sur les États membres qui doivent régler le problème. Et donc, avec le rapport qu'ils ont fait très rapidement, ça part à mal. Et à partir du moment où c'est dans les mains de la justice maltaise, on n'a plus accès à ce dossier. Et donc, on est bloqué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, quels sont les témoignages, comment ça fonctionne. Et donc, il faut mener l'enquête pour essayer de sortir de ça. Les seuls éléments officiels, au fond, ce sont les déclarations du président de l'OLAF,
Giovanni Kessler, qui a mené l'enquête lui-même et qui assure que tout ce qui se trouve dans le dossier est vrai. Nous avons tout un tas de faits, de preuves circonstancielles réunies au cours de l'enquête auprès de sources diverses, obtenues à partir de plusieurs moyens d'investigation qui soulignent cet état de fait. Qu'y a-t-il dans le fameux rapport de l'Office de lutte antifraude, l'OLAF, qui incrimine le commissaire européen John Dalli? José Bové et son équipe vont finalement avoir la réponse. Et c'est pas ce rapport qui va nous aider, mais un autre. C'est un rapport qui a été fait par les contrôleurs de l'OLAF, c'est-à-dire des magistrats qui enquêtent sur la façon dont les enquêtes ont été menées et qui disent si ça a été fait dans les règles ou pas. C'est ce rapport que j'obtiens par un billet détourné, donc on va pas dire comment, mais il m'arrive, et donc ils affirment que cette deuxième réunion n'a pas eu lieu, que ça a été ça. Bref, ça démontre complètement l'enquête. On apprend de cette manière-là qu'effectivement l'OLAF a menti, qu'ils ont demandé à tout le monde de maintenir un mensonge, qu'ils ont fait un interview, et le directeur lui-même. C'est-à-dire que le directeur lui-même ne fait jamais d'enquête. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et lui, il se déplace à Lisbonne, au Portugal, pour interroger Madame Kimberley. Et pendant 24 heures, une journée entière, il l'interroge dans sa chambre et tout ça. Ils vont au restaurant ensemble, mais là, il n'y a plus d'enregistrement. Tout ça est fait à peu près en dépit du bon sens. On dirait une affaire de pied nickelé, quoi. Mais il nous faut des preuves pour l'assurer. Tout ça est vraiment bizarre. Le rapport de l'Office de lutte antifraude, l'OLAF, est plus ou moins vide. Et pourtant, la version officielle, c'est qu'il y a eu 2 réunions entre John Dalli et l'avocate Gail Kimberley à Malte, et ce serait lors de cette 2e réunion que John Dalli aurait réclamé 60 millions d'euros en échange de l'autorisation du snus en Europe. Maintenant que José Bové sait que le rapport est vide, il faut des preuves. Pourquoi les gens de Swedish Match, les producteurs de snus, maintiennent-ils la même version que les autorités européennes, alors que ce n'est pas ce qu'a démontré l'enquête? La réponse va venir de l'entreprise Swedish Match elle-même. L'occasion se présente. 2 salariés de Swedish Match, donc cette entreprise qui fait le snus, viennent au Parlement européen, font une conférence, donc là on est dans le pur lobbying sur l'intérêt du snus par rapport au tabac, et donc ils expliquent qu'il faudrait beaucoup mieux utiliser du snus que du tabac parce qu'il n'y a pas de fumée, c'est moins dangereux, patati patata. Et mes assistants posent une question, donc ils savent que donc mes assistants sont là, et là ces 2 personnes demandent à mes assistants s'ils peuvent me rencontrer. Les 2 employés de Swedish Match semblent vouloir parler avec l'eurodéputé José Bové. Ils vont se voir dans un bureau du Parlement. La conversation est enregistrée. Et au bout d'1 heure et quart, ils craquent et ils avouent que cette 2e réunion n'a jamais eu lieu et que c'est le directeur de l'OLAF qui leur a demandé de maintenir la version comme quoi elle avait eu lieu. Enfin, le député européen José Bové et son équipe ont une preuve, puisque la conversation avec les Suédois a été enregistrée. La question alors, c'est pourquoi ? Pourquoi l'Office de lutte antifraude et l'homme qui est à sa tête, Giovanni Kessler, ont-ils intérêt à maintenir cette version qui discrédite le commissaire européen John Dalli ? L'hypothèse de José Bové, c'est que derrière cette manœuvre, il y a le lobby du tabac. Moi, ce qui m'apparaît dans cette affaire, c'est que pour l'industrie du tabac, parce qu'ils savaient que cette directive qui allait être votée allait leur mettre beaucoup de pépins dans les roues sur les cigarettes fines, sur tout ce qu'on peut rajouter comme additif, le menthol, tout ce qu'on veut, et aussi qu'il allait imposer à l'arrivée un paquet
neutre aux 2/3 ou aux 3/4. Et que donc ça, évidemment, sur la publicité, ça posait un gros coup. Donc c'était énormément d'argent qui allait être perdu. Moi, mon hypothèse aujourd'hui, c'est qu'ils ont voulu gagner du temps, en espérant que plus on gagnait de temps, plus ils continueraient à garger de l'argent comme d'habitude, et qu'ensuite, ils essaieraient d'avoir une compensation, notamment avec le snus, pour pouvoir l'intégrer dans le marché, pour essayer de faire un deal, quoi. Sauf que rien ne marche comme ils veulent, puisque non seulement, évidemment, le snus n'est pas autorisé, parce que quand la Suède est rentrée dans l'Union européenne, c'est marqué noir sur blanc que jamais le snus ne ferait partie du deal d'entrée, qui rentrait, mais que le snus restait chez eux, point barre, quoi. Donc ça, c'était certain. Donc ils veulent gagner du temps et en même temps se préparer éventuellement à cette extension. Ils gagnent sur aucun tableau au final. Ils perdent sur tout, puisque la directive est votée, les différentes directives sont votées, et le snus reste à l'extérieur. Donc là, ils gagnent juste. Ils voulaient gagner 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y avait des élections qui n'étaient pas trop loin. Et ça, c'est des milliards chaque fois. La thèse de José Bové, c'est donc qu'il y a l'influence du lobby du tabac derrière la démission forcée du commissaire européen à la santé John Dalli. Mais il manque encore un maillon dans cette histoire. Qui a fait le lien entre la commission Barroso, l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, Swedish Match, le tabatier suédois? Il manque une pièce du puzzle. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui serve d'intermédiaire. Et c'est ce qu'on mettra le plus longtemps à apprendre, c'est que l'intermédiaire qui permet de prévenir la commission de cette plainte qui va être déposée contre Dalli, en fait, n'est autre qu'un avocat d'affaires, qui avant travaillait au service juridique de la commission et qui est devenu maintenant avocat d'affaires pour l'industrie du tabac, avec comme client Swedish Match, mais aussi Philip Morris. Et là, ça devient complètement quelque chose d'un peu irréel. Et comme on pousse encore le bouchon plus loin dans nos investigations, on s'aperçoit que cet avocat, donc, qui s'appelle Michel Petit, il avait signé, quand il travaillait pour la commission au service juridique, c'est lui qui avait rédigé et signé un accord entre la Commission européenne et Philip Morris, qui se concluait par le versement de Philip Morris à la Commission d'une somme conséquente d'argent, environ 1 milliard, pour lutter contre le trafic de cigarettes. Ce que José Bové découvre, ce sont donc les liens entre l'industrie et les institutions européennes. L'impact du lobby sur la directive tabac, qui choque de nombreux députés européens, comme la Belge Frédéric Ries, qui est rapporteur sur cette directive. La directive, elle les secoue, et je veux dire que les cigarettiers, à leur actif aujourd'hui, à leur palmarès, ils ont la tête d'un commissaire. Le commissaire Dalli, il est quand même tombé dans un traquenard. L'enquête dira les détails, mais je pense organisé de près ou de loin par les cigarettiers. La directive nous arrive sur la table du Parlement avec 1 an et demi de retard. Ils jouent contre la montre. La directive sur le tabac sera finalement votée. Le paquet neutre est d'ailleurs entré en vigueur en Belgique en 2020. John Dalli, le commissaire européen qui avait été forcé à démissionner, a tenté de réclamer justice. Je le connais assez peu dans sa vie privée, si ce n'est que dans les mois qui ont suivi l'affaire, il est parti en dépression, il a été hospitalisé, et bon, il a essayé de se battre pour faire valoir ses droits. Ça n'a pas marché, parce qu'il y a toujours cette ambiguïté entre démission et quelqu'un qui est expulsé, donc ça, c'est resté pendant. Giovanni Kessler, le directeur de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour écoute illégale de l'ancien commissaire européen à la santé John Dalli. Giovanni Kessler est allé en appel de cette décision. La première, l'histoire continue. L'affaire John Dalli, entre soupçons de corruption et puissance des lobbies. On continue à parler de ces liens étroits, complexes, ces relations d'influence entre industrie, État et institutions européennes. Avec vous, Sandro Calderón, donc, journaliste spécialisé dans les matières européennes. Alors peut-être, puisque vous nous disiez en début d'émission que vous aviez un souvenir un peu vague de la fin de cette histoire, maintenant que vous connaissez bien la fin, quand vous réentendez toute la séquence, qu'est-ce qui vous marque ?
Alors d'abord que le commissaire en question a été blanchi, et que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait pour l'image de la Commission européenne. Sinon, je pointerais deux choses. C'est les enjeux financiers colossaux en fait qui sont derrière cette affaire et qui montrent aussi la puissance des lobbies qui, eux, peuvent engager des millions et des millions d'euros pour chercher à avoir de l'influence au sein des institutions européennes et que cet argent, à un moment, peut ou pas servir pour corrompre en fait des responsables politiques. Et puis je pointerai aussi le rôle de cet avocat qui a fait finalement le lien entre tous ces gens, qui venait de la commission et puis est allé dans l'industrie du tabac. Et quand on passe d'un camp à l'autre, et si j'ose dire, on appelle ça un pantouflage en fait. Les revolving doors. Voilà, et donc la possibilité pour un fonctionnaire ou un responsable politique qui après avoir quitté ses fonctions peut travailler pour un lobbying, et on voit là évidemment tous les dangers que ça peut avoir. Avec José Manuel Barroso, lui-même qui est allé chez Lehman Brothers. C'est Goldman Sachs. Goldman Sachs, pardon, je me trompe de banque. Exactement, et ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Oui. Ça montre aussi, peut-être, Sandro, que les matières européennes, malgré le sentiment qu'on peut avoir quelque part que la Commission c'est loin, le Parlement c'est loin, ce sont des matières qui sont extrêmement importantes, qui charrient des enjeux qui sont énormes, et donc beaucoup d'argent, et donc beaucoup d'attention des lobbies. C'est pas pour rien qu'on dit que Bruxelles est une des capitales mondiales du lobbying après Washington. Il y a aujourd'hui l'obligation pour toutes les entités qui veulent faire du lobbying auprès des institutions européennes, ce qu'on appelle un registre de transparence. Elles doivent s'inscrire, faire part de cette liste pour pouvoir éventuellement rentrer au sein du Parlement, avoir des contacts avec des eurodéputés, des commissaires. 12 000 entités sont inscrites aujourd'hui au sein de ce registre. Selon une ONG qui suit de près le travail des lobbying, il y aurait 48 000 personnes qui feraient du lobbying auprès des institutions européennes. Vous imaginez évidemment le réseau d'influence qui existe là-dedans. Est-ce que c'est pas quasiment plus que le nombre de personnes qui travaillent dans les institutions européennes? Tous ou presque sans doute autant, au minimum en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est évidemment comment faire en sorte que ces relations soient les moins opaques possible, parce qu'on le sent bien ici avec cette affaire-ci qu'il y a énormément d'opacité dans ces relations. Alors justement, est-ce que les choses ont évolué depuis 2012, sur les 10-12 dernières années? Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, la Commission européenne, le Parlement, etc., sont mieux prémunis de cette action des lobbies en termes de transparence notamment? Alors il y a ce registre dont je parlais, ce registre de transparence. Dans un premier temps, chaque institution avait le sien. Maintenant, ils sont regroupés. Donc, l'ensemble des trois institutions essentielles que sont le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, maintenant travaillent avec ce même registre et donc imposent une série de règles à tous ces lobbies. C'est quoi les règles? Les règles, par exemple, c'est d'être complètement transparent sur le nombre de personnes qui font du lobbying auprès des institutions, l'argent engagé, toute une série d'informations très concrètes en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que d'un côté, donc il y a ce registre dans lequel il faut s'inscrire, et puis de l'autre côté, les eurodéputés par exemple, ils ont un code de déontologie, des règles d'éthique à suivre, et puis jusqu'à peu avaient aussi une série d'obligations. Par exemple, certains eurodéputés, ceux qui sont en charge de certains dossiers législatifs, devaient inscrire en fait l'ensemble des contacts qu'ils avaient avec des lobbies. Le problème avec ce système, c'est que le contrôle était assez limité et que les risques de sanctions jusqu'à présent étaient quasi nuls, en tout cas jusqu'au Qatargate, l'affaire dont on a parlé et dont on parle depuis 2 ans. Et depuis le Qatargate, ça a évolué? Alors là, maintenant, effectivement, il y a de nouvelles règles effectivement qui s'imposent non seulement aux eurodéputés, mais à l'ensemble des assistants aussi, par exemple, qui travaillent pour eux. Et donc là, maintenant, c'est l'ensemble des eurodéputés et leur personnel qui doit maintenant à chaque fois bien inscrire ce qu'ils ont comme relation. Ils ont aussi, au début de leur mandat et à la fin de leur mandat, ils doivent indiquer quel est leur patrimoine aussi, pour qu'on puisse voir effectivement s'il y a une forme d'enrichissement. Ouais, s'il n'a pas grossi tout d'un coup. Quelques exemples en fait des règles à suivre. Oui. Peut-être il y a un truc qui me marque dans cette histoire, c'est que le problème vient de l'OLAF, c'est-à-dire l'institution qui est chargée de lutter contre la fraude, qui a quand même une réputation justement un peu d'incorruptible, enfin assez dure, l'OLAF au niveau européen. Je sais
sais pas quelle vision vous avez de ça. Est-ce qu'elle s'est discréditée suite à ça? Comment on peut expliquer que l'OLAF, tout d'un coup, ait été, alors sans doute pas corrompu, mais infiltré ou influencé par les lobbies du tabac, quoi? Alors c'est une excellente question. Moi je pense que la faiblesse de l'OLAF, c'est que c'est un pouvoir administratif. Donc il a été créé par la Commission, c'était en 1999. Elle fait partie de la Commission. Et donc ce n'est pas un pouvoir indépendant, c'est-à-dire qu'elle peut mener des enquêtes, dans le cas de corruption, dans le cas de fraude notamment, quand il y a des fautes graves qui ont été commises par des personnels des institutions européennes. Et au terme de tout cela, il n'y a jamais que des recommandations aussi. Donc en fait, c'est une administration qui est assez puissante, mais extrêmement limitée dans ses moyens d'aboutir à des sanctions ou à des amendes, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant éventuellement dans l'évolution de ces dernières années, c'est que si l'OLAF est une administration, il y a depuis maintenant 2021 un parquet européen. Et là, il est totalement indépendant. Donc c'est un système, une institution judiciaire qui, elle, a été créée pour défendre les intérêts financiers de l'Union européenne, notamment contre la corruption. Oui, c'est intéressant parce que on entend José Bové expliquer que le dossier, il part à l'instruction à Malte. Et à l'époque, en fait, effectivement, ces enquêtes-là, elles retombent sur les États. C'est notamment une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'affaires qui sont jugées en Belgique. Le Qatargate, par exemple, c'est en Belgique que ça se juge, effectivement, parce que ça concerne des Belges, mais pas seulement. Évidemment, comme les institutions sont là, la Belgique a reçu pas mal de ces dossiers-là. Ça, c'est un vrai... ce parquet européen, c'est vraiment quelque chose qui, à l'avenir, va pouvoir permettre de jouer et de juger ces affaires-là? Alors, on présente le parquet européen comme un game changer. On aime bien d'utiliser des mots anglais au sein de l'Union européenne. Donc voilà, il va faire changer les règles du jeu. C'est ça que ça veut dire. Alors pour le moment, le parquet européen n'a pas la capacité éventuellement d'enquêter sur des affaires de corruption liées à des membres des institutions européennes si les intérêts financiers de l'Union européenne ne sont pas attaqués. Donc là, il y a quand même malgré tout une petite faiblesse, mais c'est une porte possible, une évolution possible qu'un jour le parquet européen puisse éventuellement s'attaquer également à ce genre d'affaires. Est-ce que tout ça, à la fois l'arrivée d'un parquet européen, le registre des lobbies, l'obligation de prévenir et de recenser les rencontres avec les lobbies, etc., est-ce que c'est de nature à permettre qu'il n'y ait pas ce que finalement on entend José Bové faire dans toute cette histoire, c'est-à-dire enregistrer des conversations, recevoir des dossiers un peu de manière détournée, etc. C'est quand même très étonnant qu'il faille mener une enquête de ce type-là au sein d'institutions qui normalement doivent être transparentes. Alors voilà, aujourd'hui le Parlement européen est sans doute un des organes politiques au monde les plus transparents. On voit que ça reste insuffisant et donc là il y aura encore un travail à faire. Il y a actuellement au niveau européen la création d'un nouveau comité, d'un nouvel organe d'éthique qui va être mis en place, qui devrait éventuellement permettre de faciliter en fait cette transparence, d'établir des normes éthiques qui seront les mêmes pour toutes les institutions européennes ou presque, et éventuellement aussi d'enquêter sur les cas les plus suspects. Mais la transparence totale est quasiment impossible et puis de toute manière elle sera sans doute insuffisante parce que l'éthique compte aussi. À partir du moment où un eurodéputé ou un responsable ou un fonctionnaire européen décide de recevoir de l'argent, c'est très compliqué d'aller contre ça. Donc c'est là où les enquêtes seront toujours indispensables. Oui, ce qui apparaît, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de sollicitations des lobbies auprès des élus européens dans un milieu où tout le monde se retrouve un peu aussi aux mêmes endroits. Le quartier européen, c'est pas très grand, c'est des gens qui se ressemblent. Alors comment résister dans ces conditions-là aux pressions? C'est la question que j'ai posée à José Bové. Je dirais que résister aux pressions, le plus simple, c'est d'éviter de se retrouver en situation d'être corrompu ou corruptible. Donc pour moi, c'était assez simple. C'était ce qu'on avait discuté avec mes assistants qui étaient engagés avec moi. Ça faisait des années qu'on était engagés ensemble. Donc on a dit, on ne va pas à un seul cocktail. Pas un seul pince-fesse organisé par tel groupe d'amitié ceci ou cela, ou tel industriel ou autre. Ça, là-dessus, il fallait être clair. Donc, on a été très sobre.
en fait, pendant 10 ans au Parlement européen parce qu'on a refusé d'aller à tout ça. Parce que les contacts, l'amitié, impôts, un bistrot, machin, et ça va très vite, quoi. Hein. Donc, je dirais que la majorité des députés sont très sains. Et c'est pas un milieu de pourris, hein, ça se saurait. Simplement, il suffit qu'il y ait quelques trucs, quelques personnes fragiles, on sent de suite, et puis les lobbies y vont, quoi. C'est vrai, ce milieu, Sandro Calderón, où finalement tout le monde se connaît un peu? Ben oui, il suffit d'aller un jour dans une session parlementaire, par exemple à Strasbourg, ici à Bruxelles, et c'est une fourmilière. On ne retrouve pas évidemment que des responsables politiques. Il y a aussi effectivement des lobbies qui viennent de l'industrie, qui viennent des ONG, des lobbies aussi qui viennent de pays tiers. Lors du Qatargate, voilà, on a notamment évoqué aussi la présence régulière de députés marocains dans les couloirs du Parlement européen. Et aujourd'hui, on parle de la possible ingérence russe et chinoise avec éventuellement des assistants, voire des eurodéputés qui auraient reçu de l'argent pour défendre la propagande russe. Donc on voit effectivement qu'il y a là des accès encore sans doute trop faciles aujourd'hui à certains lobbies. Avec cette réalité aussi, les élus européens, d'une certaine manière, ils ont besoin des lobbies. Tout à fait, parce que les lobbies ont une certaine expertise dans leur matière. Et je parlais des industries, c'est vrai pour des ONG qui sont omniprésentes aussi. Et donc l'Union européenne en tant que telle considère que ces influenceurs, en quelque sorte, ont un rôle dans le fonctionnement démocratique, si vous voulez, de l'Union européenne. Ça permet aux responsables politiques d'être en contact avec les acteurs de la société, quel que soit effectivement leur profil. Ça leur permettra, eux, responsables politiques, d'avoir une idée claire, de se faire une idée effectivement des enjeux quand ils vont aller décider de voter pour ou contre un texte de loi. C'est vraiment le besoin pour les eurodéputés d'être sensibles ou de bien percevoir ce grand spectre qui va de l'information à la corruption en passant par l'influence et toute la gradation. Exactement. Une chose, c'est de se faire d'être informé, d'obtenir des informations. L'autre chose, ce serait de dire ce serait d'accepter de la part d'un lobby un amendement déjà tout écrit qu'on viendrait déposer lors d'un vote, moyennant évidemment argent, cadeau, voyage. Poste quelque part aussi. Hein. Exactement. Et là, on serait évidemment dans le cas d'une affaire de corruption. Mais tout ça pose aussi la question de la disproportion des moyens. On en revient avec 40 000 personnes, des millions et des millions d'euros. Et quelque part, les députés européens, ils ont des assistants, ils ont des budgets prévus. Et les partis, au niveau européen, bien sûr, ont aussi de l'argent. Mais on voit bien que par rapport à ça, il y a un peu un deux poids, deux mesures. Sinon, c'est pas votre impression, Sandro Calderón, qu'avec tant de millions partagés par des lobbies, il y a une force de frappe là qu'un député avec un ou deux assistants n'a pas toujours. Qui n'a que pour lui que son éthique personnelle. Tout à fait. Une équipe. Le Parlement européen a aussi un centre de réflexion. Il y a des think tanks, on appelle ça les centres de recherche européens, qui, pour certains, sont relativement indépendants, qui peuvent être des sources d'information, mais on n'est jamais des ONG aussi. Par exemple, en ce qui concerne les lobbies et la corruption, il y a 2-3 ONG qui alertent les Européens sur les dangers. Mais effectivement, entre les millions que peut mettre l'industrie du tabac, par exemple, et l'argent que peut mettre une ONG de défense de la santé, on est là effectivement dans des sommes qui ne sont pas du tout comparables. Donc il y a effectivement un danger que celui qui a le plus d'argent puisse avoir le plus d'influence sur les décisions de l'Union européenne. Pour terminer, on peut retenir quoi, Sandro Calderón? Que certes, les institutions européennes sont particulièrement soumises aux pressions des lobbies sur l'influence notamment, mais qu'elles sont quelque part peut-être les plus outillées et les plus transparentes pour essayer d'aller contre? Alors je dirais d'abord que s'il y a autant de lobbies à Bruxelles, c'est que l'Union européenne a énormément de pouvoir. Sinon ces lobbies ne seraient pas là. Et donc oui, l'Union européenne a sans doute aujourd'hui, plus que hier, pris conscience des dangers de la corruption, mais elle devra encore faire sans doute de nombreux efforts pour qu'on ne se retrouve pas effectivement dans des cas de corruption
corruption, que ce soit vis-à-vis des industries ou de l'influence de certains pays tiers. Et ces enjeux-là, à l'avenir, à mon avis, vont être extrêmement importants. Et je pense que là, il y a une prise de conscience ces derniers mois de l'importance, effectivement, de se protéger face à l'influence de pays tiers. On pense à la Russie, à la Chine, notamment. Merci beaucoup, Sandro Calderón, d'avoir été avec nous. Et je vous rappelle qu'il existe donc ce film, Une affaire de principe, réalisé par Antoine Rimbaud, qui raconte tout ce scandale, toute cette affaire Dali, film dans lequel José Bové est joué par Bouli Lanners. Merci d'avoir été avec nous. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Soluma, une émission réalisée par Bawandine et coordonnée par Émilie Malice.